Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission dans laquelle on va parler de freight audit et plus particulièrement comment réduire les coûts dans un monde axé sur les données. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Jean-Marie Mascarenhas. Bonjour Jean-Marie, vous êtes le président de la société Interlog. C'est bien ça? C'est bien ça. Ludovic Derancourt, vous êtes Global Freight Spend Manager. C'est ça. D'Interlog également. Et Éric Pierre, Éric, vous êtes... alors, c'est compliqué, donc je reprends mes notes. Oui, vous êtes Intra-Group Continuous Improvement Transport Leader and Freight Audit and Payment Leader chez Schneider Electric, c'est bien ça? Tout à fait. Parfait. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, merci d'être sur le plateau. Peut-être, dans un premier temps, présenter Interlog, Ludovic, en quelques mots? Tout à fait. Donc Interlog a été fondé en 1999 à Orléans, notamment par Jean-Marie Mascarenhas. Ici présent. Ici présent. Nous sommes un groupe multiculturel avec 260 employés répartis dans différentes zones du monde. Le siège est donc à Orléans. On a un bureau aussi au Portugal, qui est un bureau de support opérationnel. Pour notamment la partie freight audit, nos deux centres de production sont en Inde, à Mangalore et à Chennai. Et nous avons aussi également des bureaux aux États-Unis, à Ann Arbor et au Mexique, ainsi qu'en Chine, où les opérations sont traitées pour ces zones-là directement depuis ces établissements. D'accord. Vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'on entend par freight audit. On va donc aujourd'hui parler des données dans le fret, hein, c'est le but, avec le témoignage de Schneider Electric. Et puis ensuite, dans une troisième partie, on va parler de la théorie linguistique. Alors c'est un concept un petit peu bizarre, hein, que Jean-Marie va nous expliquer, va nous dévoiler. Et puis ensuite, bien entendu, il y aura la séance de questions-réponses à laquelle nous vous inviterons, bien entendu, à participer nombreux. Donc, pour continuer cette présentation d'Interlog, qu'est-ce qu'on entend par freight audit, Ludovic? Alors, tout d'abord, Interlog Group est un groupe qui a une double expertise orientée transport et traitement de l'information, avec des spécificités, notamment donc il y a une partie freight audit et paiement, dans laquelle j'ai le plaisir de travailler, une partie opération logistique et une partie aussi solutions informatiques appliquées à la supply chain. Les secteurs d'activité dans lesquels nous intervenons sont assez variés, hein, dans l'industrie alimentaire principalement, pour notamment la partie logistique, les produits de consommation, dans le luxe, l'électronique, etc. Notre mission chez Interlog Group, elle repose sur nos 3 valeurs principales, qui sont l'engagement, l'excellence et l'indépendance. Et donc cette mission, c'est d'être réellement un tiers de confiance expert. C'est-à-dire que nous validons les factures, nous les certifions en quelque sorte, puisqu'on ne peut pas payer ces factures à l'aveugle. Et donc notre mission, c'est d'assurer à nos clients que les factures sont réellement là, et également dans toutes les autres opérations que nous pouvons mener. Donc nous validons les factures et aussi nous fournissons une base de données qui est exploitable par les décisionnaires. Toutes les entreprises ont des données ou peuvent en avoir. La question, c'est de savoir comment les collecter et ensuite comment les utiliser. Alors pourquoi est-ce que votre entreprise a besoin de données sur le fret? Parce que ces données, elles vont permettre d'optimiser la supply chain, avec, par exemple, en aidant à la réorganisation des flux physiques, l'organisation des points de départ, par exemple, ou l'affectation de certaines lignes de transport, et aussi en pouvant également aider à permettre l'optimisation des chargements, hein, pour un meilleur remplissage. Et on sait que c'est quelque chose qui est très recherché aujourd'hui. Et également aider à la diminution de vos dépenses transport, avec notamment 2 grands points, l'aide à la négociation sur les tarifs transport ou la mise en place de contrats, et puis le benchmarking.
Et donc, pour obtenir ces 2 points, le support, c'est le fret audit. Ouais. Alors pourquoi? Allez-y me demander. Mais d'abord, qu'est-ce que le fret audit? Donc le fret audit, donc Interlog, nous sommes au centre de la relation entre les transporteurs et les clients, puisque donc nous allons collecter les factures des transporteurs directement, ainsi que éventuellement les données d'expédition des clients, afin de contrôler ces factures sur leur réalité, leur pertinence, et ensuite donc de permettre d'avoir le paiement des factures pour les transporteurs et de restituer des indicateurs, des données justement à nos clients. Alors pourquoi est-ce que le fret audit est peut-être le support? C'est parce que, tout d'abord, il y a une réduction des processus manuels. Donc le traitement des factures est plus rapide et plus fiable. On a à peu près 98% des transactions que nous auditons qui sont traitées de manière automatique, que ce soit l'intégration des données ou l'intégration des PDF des factures. Ça permet aussi l'assurance du respect des accords commerciaux et de la bonne application des contrats, que ce soit pour les tarifs, pour le suivi de la qualité de service, pour la vérification de la réalité des expéditions. Ça contribue aussi à l'amélioration continue du process de facturation, en fluidifiant notamment le cycle de facturation et le cycle de paiement pour assurer notamment que les factures soient payées dans les temps. Et bien sûr, le fret audit permet la centralisation des données qui proviennent de multiples sources. Alors si on fait un focus sur le traitement des données, ça donne quoi? Donc effectivement, les données, elles proviennent de différentes sources, des transporteurs par rapport aux données qui sont sur les factures, mais aussi des TMS, des ERP, de différents systèmes que les clients ont et desquels ils peuvent extraire ces données. Donc avec le fret audit, toutes ces données de multiples sources arrivent dans une base unique, et cette base unique ensuite peut être raffinée en identifiant les doublons, en harmonisant au maximum la base de données avec, par exemple, si on a des master data ou des règles d'allocation de coûts ou des règles pour harmoniser le nom des différentes parties à l'expédition. Parce qu'on sait que entre les transporteurs et les clients, les noms ne sont pas forcément écrits de la même façon, donc on va harmoniser tout ça. On peut aussi isoler ou mieux identifier les expéditions multilegs. Donc, quand une commande, un même numéro de commande fait partie de plusieurs factures parce qu'il y a différents intervenants qui ont agi sur les différentes parties du transport. Et donc, avec tout ça, on peut ensuite restituer ces données à nos clients. Donc, on a une centralisation et une exactitude des données. Ce qui fait qu'on a réellement des données pertinentes, et pertinentes surtout dans le sens où elles peuvent être réellement utilisées par les clients et pas juste obtenir des données pour avoir des données. Oui. Avant de passer au cas concret, au cas Schneider, moi la question qui me vient à l'esprit, c'est tous ces contrôles, toute l'exploitation de ces données. Normalement, ça se fait en interne, non? Pourquoi fait-on appel à Interlog pour ça? Alors, ça se fait en interne, mais on a, et notamment dans le cas de nos clients qui sont multisites, on a de multiples ERP qui n'ont pas du tout on n'a pas du tout les mêmes informations, ils ne sont pas structurés de la même façon. Donc, ça permet vraiment d'avoir un acteur qui centralise effectivement toutes ces données et qui récupère aussi d'autres données qui viennent des factures. On va avoir côté client plutôt des ERP orientés métier et côté transporteur des informations vraiment orientées transport. Et donc on peut faire coexister ces deux types de données. Je le développerai tout à l'heure par rapport à cette, entre guillemets, bizarre théorie linguistique, d'expliquer pourquoi on est convaincu que ce marché d'externalisation est pérenne. Oui. Alors, j'ai vu aussi sur les slides que vous positionnez comme un tiers de confiance. Alors ça veut dire quoi? Vous êtes un petit peu un juge de paix entre les chargeurs et les transporteurs? Comment ça veut dire quoi, tiers de confiance exactement dans ce cas-là?
En fait, on est là pour... on met notre bon à payer sur la facture. Ouais. La facture est bonne, elle est correcte, elle a été, le formalisme est respecté, les tarifs sont bien appliqués, et donc on certifie et on valide donc cette facture, ouais. Donc le client sait qu'après, ils peuvent réellement payer cette facture. D'accord. Donc, vous compilez ces données, vous les traitez. Est-ce que ça implique que toutes ces données soient analysées dans un format standard, par exemple? Est-ce que vous exigez de la part de vos clients qui vous donnent des documents qui soient justement comparables les uns par rapport aux autres? Alors non, justement, c'est la souplesse d'Interlog. Oui. C'est qu'on n'impose pas, a priori, de formats spécifiques, que ce soit auprès des transporteurs pour leurs fichiers de facturation ou de nos clients par rapport à leurs fichiers d'expédition. On préfère demander aux différents interlocuteurs ce qu'ils peuvent nous fournir et ensuite éventuellement travailler avec eux pour obtenir les informations qui nous manquent ou modifier certains formats de fichiers. Mais on est capable d'adapter nos programmes pour intégrer les données en fonction du fichier qu'on a en face. D'accord. Et le modèle économique, c'est donc vos clients, c'est en fonction du nombre de factures à analyser. Comment vous rémunérez par rapport à ce contrôle? À la ligne de transport. C'est à la ligne de transport. D'accord. Très bien. Principalement. D'accord. Ou un forfait. Donc vous analysez vous globalisez les données, vous les analysez, vous vérifiez si c'est conforme, si la facturation est conforme aux éléments commerciaux qui ont été contractualisés. Et ensuite, vous avez dit, vous restituez ces éléments à vos clients. Vous les restituez sous quelle forme? Est-ce que vous soulignez par exemple des anomalies, des choses comme ça? Jusqu'où va le service que vous rendez à vos clients? Alors, effectivement, oui. Alors, on a des restitutions sur le process freight audit en lui-même, du coup avec les volumes et les délais de traitement, par exemple, pour les factures sur des périodes données. Effectivement, l'identification des anomalies et du coup leur volumétrie. Et puis après, on a aussi donc des indicateurs plus orientés transport, avec donc les données transport, les volumes, les origines-destinations par exemple, et la ventilation des charges qui ont été facturées. D'accord. Le but au final, c'est de leur faire gagner de l'argent, en fait. C'est de découvrir un certain nombre d'anomalies qui sont, si on ne les avait pas décelées, leur coûterait. Alors, il y a effectivement cette partie-là, mais qui est en général souvent qu'on découvre ou qu'on constate principalement au début des mises en place. Et ensuite, c'est surtout l'assurance donc d'un traitement plus rapide et fiable, puisque du coup, les contrôles sont automatisés, et de s'assurer que du coup, les transporteurs continuent bien à facturer comme il faut, que les bonnes pratiques sont bien respectées. D'accord, d'accord. Donc c'est en ça aussi qu'on est tiers de confiance, puisqu'on est aussi le garant d'une bonne pratique de facturation. D'accord, très bien. Donc maintenant, on va voir à partir d'un cas vraiment précis, comment ça se passe chez vous. Schneider Electric, donc un énorme groupe. Et vous, Eric, donc vous avez justement en charge la vérification de cette partie-là. Que ce processus en fait fonctionne correctement et fonctionne avec le bon niveau de qualité pour Schneider Electric, bien sûr, mais aussi pour nos partenaires, donc pour nos transporteurs, etc. Et l'idée aussi, c'est d'avoir un niveau quand je parle de standard, de même niveau de contrôle, de même niveau de qualité, de même performance, de même suivi, et pour garantir une performance toujours meilleure ou toujours au moins équivalente. Alors, pour bien fixer les esprits, peut-être quelques mots sur Schneider pour montrer la taille du groupe, ses implantations. Voilà. Alors, vis-à-vis on travaille avec Interlog depuis une bonne dizaine d'années. Moi-même, à peu près 3 ans, je crois. On a, dans le dernier contexte, plutôt axé sur une digitalisation totale de nos échanges, en abandonnant définitivement, et heureusement avant la crise Covid, tout ce qui est support papier.
Interlock travaille avec nous, bien sûr, en France. Je crois que c'est là qu'on a démarré. Donc une bonne partie de l'Europe. En Asie également. Et puis quelques expériences en Inde, où là aussi on a un gros développement. Quelques chiffres clés peut-être? Voilà, donc on est sur 25 milliards de chiffre d'affaires. C'est des chiffres de 2020, donc c'est un petit peu supérieur maintenant. Un groupe mondial avec une part en Amérique du Nord, donc presque 4 quarts, hein, si on peut, un autre quart en Europe, le reste du monde, mais autrement un gros développement aussi en Asie. Et donc du coup beaucoup de transport. Exactement. Donc beaucoup de... Effectivement, le dernier chiffre, on est à plus de 200 entités, en fait, Schneider, qui produisent et qui sont implantées partout dans le monde. Donc beaucoup d'échanges aussi en intragroupe. Hein. Pas uniquement, bien sûr, pour vendre au client final, mais juste pour élaborer nos produits. Certains composants sont faits dans différentes parties du monde et reconsolidés, où on apporte une autre valeur ajoutée dans d'autres continents. Ouais. Donc on va le voir, c'est tout mode confondu. Ouais. Donc aujourd'hui, effectivement, on est principalement sur l'Europe, avec 12 sites Schneider Electric dans 7 pays. On travaille d'une manière industrielle et suivie avec Interlog. On a 65 transporteurs. On parle de gros transporteurs internationaux. Ouais. Donc, qui sont sur la place, avec qui on a des contrats annuels ou biannuels, etc. Donc c'est du maritime, de l'aérien, du routier, il y a tout. Voilà. Donc bien sûr, on va retrouver une composante route pour toute la partie intra-communauté européenne. Ouais. Mais autrement, tous nos échanges, c'est c'est bien sûr en privilégiant bien sûr le maritime. Compte tenu des coûts, mais autrement l'aérien, Schneider est aussi un gros chargeur aérien en express, quand il s'agit de dépanner nos usines, quelle que soit leur situation dans le monde. Ouais. Et du ferroviaire aussi ou pas du tout? Alors oui, on a quelques expériences de rail, notamment sur la Chine, sur lesquelles on est en train de tester, puis voir aussi des solutions hybrides, d'autres solutions techniques de transport. D'accord. Donc quand on parlait de 6000 factures, ça paraît à la taille du groupe presque quelque chose de pas très important en fait. Hein. Mais il faut avoir il s'agit ici de factures mensuelles. Ouais. Donc en fait, qui regroupe l'ensemble de milliers de shipments ou d'expéditions parties en intragroupe. Le budget de transport, ça représente quoi pour se donner... Après, on est plutôt, je pense qu'il faut plutôt raisonner comme un groupe international en pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. Ouais. Donc ça, il y a des ratios mondiaux ou internationaux là-dessus. Mais vous imaginez que sur 25 milliards de chiffre d'affaires, le transport, c'est une partie très conséquente. Oui, en pourcentage, alors ça serait quoi? Les ratios... Moi, j'ai pas les chiffres concernant spécifiquement Schneider ou les chiffres internationaux, mais on parle aujourd'hui de quelque chose entre 3 et 6%. Ouais, donc énorme. Donc ça, effectivement, on parle de plusieurs millions, bien évidemment. Donc sur lesquels on doit... Même si on fait un pouillème d'économie sur ce poste-là, ça représente déjà une somme conséquente. Bien sûr. Conséquente. Bien sûr. Donc comment dire, la maîtrise en fait de cette dépense est bien sûr, comme tout poste de dépense doit être maîtrisé, mais aussi derrière c'est la maîtrise d'un service. Donc d'un service physique, mais aussi avec le service, il va jusqu'à la facturation, et pour qu'on puisse justement travailler correctement avec nos transporteurs, faut aussi qu'on soit en mesure de les payer correctement, et donc de contrôler leurs factures correctement et totalement de la même manière, en fait, d'une même manière équitable. Le dernier schéma en termes de processus, on voit qu'effectivement, Interlog s'insère en fait avec le FAP entre nous et le client à un moment donné. Il prend le relais quelque part, et puis il va avoir une certaine valeur ajoutée pour nous livrer un BAP.
avec des consignes, avec des données sur lesquelles on va les alimenter, que ce soit des tarifs bien évidemment, mais aussi tous les shipments, toutes les expéditions qu'on va confier à nos transporteurs. Alors cette expérience de travail avec Interlog, comment ça a commencé et qu'est-ce qu'Interlog vous apporte, j'allais dire, au quotidien? Alors, je rebondis un petit peu sur ce que disait Ludovic, parce qu'on travaille ensemble, et c'est important déjà d'avoir une relation de confiance et de s'adresser à un professionnel du contrôle facture. C'est pas quelque chose on n'en parle pas souvent, on parle de professionnels high-tech, etc. Mais contrôler une facture, c'est pas si simple. Surtout une facture internationale ou une facture maritime. Dans une facture maritime, vous avez au moins 25 colonnes d'unités de mesure, d'unités de tarification pour pouvoir contrôler une ligne, avec des pieds de facture, des seuils, etc. Donc c'est vite quelque chose de compliqué, voire complexe, si on n'a pas toutes les données en ligne, si on n'a pas encore... effectivement, au niveau mondial, on n'est pas encore sur un processus uniforme de contrôle de facture. Avec des règles qui appartiennent à chaque pays, avec des contrats commerciaux sans doute qui doivent être aussi différents. Chaque groupe, on travaille avec des énormes groupes de transport qui ont aussi leurs propres standards. Donc il y a forcément une harmonisation et puis tout ça derrière avec des règles tarifaires. Mais quand on parle de règles, c'est comme la loi, il y a toujours une manière, ça dépend d'interpréter, bien sûr. Sur quoi ça s'applique, sur quelle base, sur quel seuil, etc. Et là, on a besoin d'un professionnel pour garantir qu'on paye bien ce qu'on a commandé, ce qui est conforme à nos contrats, et puis d'accélérer ce processus. Parce que vous savez, en France, on est sur un délai de paiement très réduit, de 30 jours. Donc il faut aller très vite, en fait. On s'imagine qu'avec 30 jours, mais entre le moment où la facture est élaborée ou le moment où on va payer notre transporteur, 30 jours, c'est vraiment très court. Donc pour arriver à faire ça dans les temps, il faut qu'il y ait un processus très maîtrisé, très partagé entre le client, le transporteur et puis bien sûr Interlog, qui fait un peu l'animateur en fait, et qui monte même au créneau en premier lieu, parce que nous, on attend une prestation, on se met en recul par rapport à la prestation que nous livre Interlog. Et puis, donc le niveau timing, et ça veut dire qu'il faut avoir un niveau de qualité pour que cette facture traverse sans encombre, pour éviter en fait un litige, un workflow de validation, etc. Où là, on prend forcément un risque de retard. Et vous avez souvent des litiges? Des litiges, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps? Tout le temps. Alors, donc, il peut y avoir aussi des tas de raisons de litiges, et tout du moins totalement justifiées. Donc, des divergences d'appréciation, comme vous le disiez. Pas forcément en plus que des divergences. Donc bien sûr, il y a des cas d'interprétation. Alors ça, on le rencontre plus à la mise en place. À la mise en place du flux, faut vraiment industrialiser, ce qu'on appelle implémenter un flux, avec derrière des paramétrages, des algorithmes qui vont permettre de relier, de déterminer ces flux. Mais, de la non-qualité aussi, par exemple Mais bien sûr, oui, tout à fait. Et puis aussi, surtout en ces périodes, une multitude d'extra costs, de coûts qui n'étaient pas prévus, mais qui sont néanmoins validés ou non validés. Mais majoritairement, donc on est sur un processus où si on était amené et qu'on valide l'engagement de dépenses supplémentaires pour aller au bout de cette expédition, imaginons un conteneur qui soit resté plusieurs semaines à l'embarquement parce qu'il manquait des papiers ou qu'il y ait une grève portuaire, etc. Donc il y a des conditions, il y a toujours des conditions donc à valider, et il faut connaître ces éléments de surcoût dès le début, au fur et à mesure, pour que quand la facture va arriver, Interlog puisse valider, entre guillemets, directement à partir des éléments dont il dispose, y compris les éléments exceptionnels. Et là, le rôle d'Interlog, c'est simplement de vous donner, d'objectiver un petit peu la situation,
ou ça va plus loin, il agit un petit peu comme un avocat auprès de vous pour défendre vos intérêts auprès du transporteur Alors, je crois qu'il y a ce rôle de neutralité, où après, quand on fait un contrôle, comment dire, il y a plusieurs niveaux de contrôle également, hein, jusqu'où on veut aller. Mais il y a un peu ce rôle de neutralité. On laisse totalement la société dans son rôle, voire nous alerter si effectivement. Mais ça, on s'en aperçoit très vite en fait, en termes de suivi des anomalies, des taux de litige. Ouais. Et quand, en général, si on a des litiges, on a aussi des retards de règlement. Donc en fait, on est vraiment dans un jeu, dans un process gagnant-gagnant. Ouais. Avec Interlog, avec le transporteur. Parce que aussitôt qu'on a des litiges, après on ne peut pas, aujourd'hui, aucun chargeur ne peut régler des frais sans savoir de quoi on retourne exactement. Ouais. Le professionnalisme d'Interlog fait que, en fait, on parle un petit peu le même langage. C'est-à-dire qu'on a des éléments qui sont factuels et qui permettent de discuter sur une base qui est établie. Quoi. Oui, voilà, et d'une manière... Ça permet de simplifier aussi, de factualiser justement les litiges. Voilà, on a un écart sur... ici, vous avez 100 kilos, nous, on en compte 150. Où est la vérité? En fait, Interlog va amener à poser le problème, très simplement. Ou un écart de tarif. Pourquoi j'ai ça comme tarif ici? Bon, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément le même référentiel à un instant T. Oui, tout à fait. Donc... les litiges, c'est pas forcément quelque chose de, comment dire, de malsain, entre guillemets, mais on constate un écart. D'accord. Et en le posant, simplement, en le quantifiant, ça permet peut-être de le résoudre, dans l'objectif de le résoudre très rapidement. Enfin, sachant que si on veut régler les factures dans les temps, il faut le résoudre en quelques jours. Donc là, on attend aussi la réactivité interne, mais aussi beaucoup de réactivité de nos transporteurs. D'accord. Donc, oui. Non, je vous en prie, vous voulez poursuivre. Alors, oui, toujours sur ce point de partage. Alors, en fait, en termes d'amélioration envisagée, on est sur plusieurs axes, en fait. Hein. C'est toujours un besoin de visualisation de nos coûts, par nature de coûts, etc., de suivi dans le temps. Et effectivement, cette partie de collecte de données pour pouvoir opérer le contrôle facture, Interlog se positionne aussi comme peut aussi tirer de ces données une valeur ajoutée qui nous intéresse, qui peut aussi intéresser les transporteurs. On peut aussi, donc, je veux dire, qui permet d'améliorer, disons, voilà. de s'inscrire dans un processus d'amélioration continue. Voilà. Quoi, la première chose, c'est déjà de comprendre et de voir où sont les coûts, ne serait-ce que ramener au kilo expédié, ou suivant les natures. Voilà. Donc, on est aussi sur une complexité, en fait, hein, effectivement, de structure tarifaire. Là, on parle de la route, parce que là, elle est plutôt très, diffuse. Chaque transporteur a des types de tarifs différents, etc. Mais sur le maritime, elle est encore plus complexe. Par contre, on est sur un standard plus élaboré au niveau du maritime ou de l'aérien. Donc voilà, tout ça peut permettre de rassembler des coûts, aussi de comparer des différents modes. Hein, parce que dans certaines situations, c'est plus économique d'expédier en route. Tout dépend des situations et des seuils tarifaires, etc. Et on ne peut pas forcément donc il faut déjà l'éclairage de données. Et de s'appuyer sur des données consolidées, fiables, pour pouvoir réfléchir à des pistes d'amélioration. Interlog vous apporte des conseils dans ce domaine-là? Déjà sur des restitutions d'informations, mais aujourd'hui on est de plus en plus gourmand, donc et puis on a besoin aussi faut qu'on trouve un sens en fait à ces données. Donc, d'être confronté, en fait, ces pistes, etc. Donc, on est aussi, c'est aussi l'intérêt d'avoir un professionnel, c'est de pouvoir aussi échanger pour donner un sens à ces restitutions. Donc, on avait parlé, effectivement, toujours sur l'aspect réduction du délai, bien sûr, du délai global.
Et puis tout ce qui est mesure, en fait, là, on est toujours sur, on l'a déjà abordé, mais avoir des indicateurs, des KPI, des tableaux de bord qui vous permettent institutionnels, qui permettent de mesurer avec certaines règles, et puis de pouvoir comparer différents transporteurs, y compris les temps, en fait, de déperdition, en fait, liés à des litiges. Aujourd'hui, on connaît les taux de litige suivant nos transporteurs, etc. Et ça vous aide également dans la sélection ensuite des transporteurs? Bien sûr. C'est la qualité, en fait, d'un transporteur. C'est pas uniquement le tarif de base, en fait, qui aurait été négocié. C'est l'ensemble de la prestation. Et si c'est pour rencontrer des tas de difficultés, passer une énergie folle à traiter les factures, on n'a pas forcément intérêt. Donc il y a bien une dimension globale, donc du coût, mais et de maîtrise des processus surtout pour satisfaire nos clients. Très bien. Et maintenant, voilà, le dernier point toujours dans nos attendus et les points qu'on est en train de travailler, c'est notre capacité à être agile, à implémenter rapidement des nouveaux flux. Aujourd'hui, on est dans un monde où les contrats avec nos transporteurs, ils peuvent changer très rapidement. Donc, et des contrats mondiaux. Donc il faut qu'on soit très en capacité d'implémenter un nouveau transporteur, des nouveaux flux, des nouvelles usines, etc. Donc là aussi, on s'appuie sur Interlog pour nous aider, pour être aussi plus rapide, plus industriel en fait, dans ces démarrages opérationnels. Merci beaucoup pour ce témoignage. Certainement qu'on reviendra vers vous tout à l'heure au moment des questions-réponses avec nos internautes. La théorie linguistique, alors Jean-Marie, je suis très curieux et puis surtout intrigué par ce terme. Alors qu'est-ce que vous entendez par là? Alors c'est sous forme un peu de boutade, mais il y a un vrai fond par rapport à notre vision de notre marché. Et ce que je souhaite pendant les 5-10 prochaines minutes, c'est de vous exposer cette vision qu'on a de notre métier et qui tourne effectivement, comme l'a dit Eric tout à l'heure, chacun a son référentiel, chacun a sa langue. Et la théorie linguistique, c'est un concept que j'ai partagé avec un de mes concurrents, néanmoins confrères, en 2010 et qui a été vraiment pour moi un moment charnière dans cette vision qu'on a de notre métier, qui est, alors on parle de fret audit aujourd'hui, c'est un élément important d'une composante de type 4PL, Freight Spend Management, gestion des budgets transport, où on se positionne comme membre de votre équipe service transport. Le fret audit, moi j'ai été exposé pour en arriver à conceptualiser, à comprendre pourquoi ce marché est pérenne. J'ai travaillé donc toute ma carrière dans le transport et participé au montage de Robinson Europe en 92-93. Et j'ai été invité à une première réunion de managers et on m'a fait rencontrer la personne qui avait été pressentie pour développer l'activité fret audit chez Robinson à l'époque, une activité que je ne connaissais pas du tout. Et il y avait déjà différents points de vue qui s'opposaient, et notamment la direction informatique qui disait « Jean-Marie, il ne t'intéresse pas à ça, rappelle-toi toujours, e-logistique, on va tout automatiser, il n'y a plus besoin de rien contrôler ». Et à l'inverse, donc une vision orientée sur la qualité des données, sur la neutralité dont on a parlé tout à l'heure. On parlait de tiers de confiance, experts dans ce domaine transport. Et effectivement, au fil des années, on s'est rendu compte que la fonction persistait, se développait. Donc je l'ai embarqué très curieux. Et alors les clients qui nous rejoignaient à l'époque étaient vraiment... c'était Motorola, c'était à l'époque Tyco et General Electric. Et on s'est aussi rendu compte que la partie prestation de transport ne pouvait pas cohabiter, d'où la création d'Interlog en 1999, ce qui a été l'occasion d'un projet d'entreprise orienté sur cette fonction de type 4PL, en démarrant sur le marché du fret audit, qu'on a décrit concrètement les deux interventions qui ont précédé. Et donc les années ont passé et j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains de mes confrères, beaucoup américains. Et j'ai eu un éclairage très intéressant d'un de mes confrères ingénieurs qui disait « Mais
finalement, notre métier, pourquoi il dure? Parce que, et ça c'est une conviction maintenant, factuellement, le transport est la seule fonction économique qui relie des univers économiques différents. Quand vous avez un rapport client-fournisseur, la frontière, elle est très nette. On se met d'accord sur les conditions, c'est étanche. Le transport, c'est toujours la zone grise. Et on a toujours tourné, enfin ça fait 30 ans que j'en entends parler, qui doit faire le transport, qui est responsable, est-ce que c'est stratégique de le faire au fournisseur, au client, est-ce qu'il faut le contrôler? Et on parlait de référentiel, personne ne parle le même langage, et les données métiers ne sont pas compatibles pour interpréter correctement des données transport. Raison pour laquelle les ERP ne fonctionnent pas sur cette zone grise. Donc on explique de cette manière pourquoi ce métier, et Jean-Philippe tout à l'heure vous disiez, mais pourquoi les clients ne le font pas eux-mêmes? Alors ça c'est une vraie question, ils peuvent le faire, le contrôle des factures, oui, et ils ne le font pas, et ils n'ont pas envie de le faire, parce que ce n'est pas leur langue. Et à l'inverse, j'ai eu des contre-exemples aussi qui vont un peu dans le sens de cette théorie. Quand on a démarré notre activité dans les années 2000, on était les premiers, à peu de choses près. Mon deuxième concurrent est arrivé 6 mois après, je crois. Et on a été sollicité par des entreprises importantes pour faire du contrôle aussi d'achats non stratégiques. Ils disaient, mais vous contrôlez les factures de transport, vous pourriez faire les hôtels, les voitures de location. Donc on nous a sollicités sur ces projets-là. On n'a pas été les chercher. Et de même, les clients se sont dit, mais on peut le faire nous-mêmes. Et dans le transport, c'est jamais le cas. Une fois qu'on le démarre, ça n'est jamais réinternalisé. On s'insère dans le processus client et on est effectivement, comme le disait Eric, entre les transporteurs, l'expéditeur et le destinataire. Et pour les chargeurs, c'est très rébarbatif, non? C'est un travail qui est un petit peu, je dirais, c'est vraiment un travail de spécialiste, mais qui doit les enquiquiner un peu, non? Oui, alors on va le dire positivement, c'est pas, et sincèrement, c'est pas le cœur de métier. Ouais, c'est ça. Et ça le sera jamais. Ouais. Donc non seulement c'est pas le cœur de métier, mais en plus on est sur une fonction entre. Ouais. Les données exprimées dans le langage de l'expéditeur ne sont pas les données dans le langage du destinataire. Je me rappelle des tournées d'enlèvement qu'on faisait au Mexique pour Valeo. C'était deux langues complètement différentes qu'il fallait arriver à faire. Mais c'est toujours la complexité sur l'organisation des transports quand on va au-delà du fret audit en tour de contrôle, d'avoir une base de données qui parle aux trois, c'est-à-dire à l'expéditeur, au destinataire, et qui parle logistique. Et les données logistiques ne sont pas des données métiers. Les données techniques de poids, de dimension vont être codifiées dans le langage qui parle à l'expéditeur, ça va être un produit fini, ça va être une matière première pour le client. Donc c'est pas vu de la même manière. Et on le voit bien dans le déploiement des ERP, que c'est toujours une zone qui est traitée de manière imparfaite. Alors cette théorie linguistique, alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par là précisément? Alors, la théorie linguistique, c'est de faire le parallèle, qui est un parallèle direct, entre la langue, la manière qu'on a de s'exprimer, et la manière dont on va communiquer pour construire la collaboration. Le fait que les deux entités qui travaillent ensemble, qui collaborent physiquement à travers le transport, n'aient pas le même langage, fait que le système idéal automatique ne peut pas exister. Donc on l'a cherché très longtemps. Et alors je faisais aussi un parallèle sur certaines interventions sur des théories mathématiques, mais on va s'arrêter, on va dire non, on reste sur la théorie linguistique. Ils ne parleront jamais la même langue. Donc essayer de trouver un système de type ERP qui va englober les deux, c'est juste impossible. Donc on peut chercher longtemps, on ne trouvera pas. Et d'où cette position pérenne, structurelle sur le marché, Freight Span Management, 4PL, tiers de confiance, expert dans le domaine du transport. Et cette position, elle est, on en est convaincu, pérenne. Et en plus... C'est-à-dire que vous vous positionnez un peu comme l'interface justement qui réconcilie des données qui sont hétérogènes, quoi, c'est ça? Et des mondes qui sont hétérogènes. Le transport n'est pas... ne peut pas être
pour l'expéditeur ou le destinataire un élément stratégique. C'est une nécessité. Et le fait de se dire c'est stratégique, c'est parce qu'on veut contrôler la supply, la pro, la livraison. Mais globalement, c'est entre guillemets un mal nécessaire qu'il faut optimiser. Et le client et le fournisseur ont tous deux intérêt à ce que ce soit fait le mieux possible. J'ai d'autres anecdotes pour illustrer mon propos sur les langues parlées. Sur un salon aux États-Unis, j'ai croisé un prestataire que je ne connaissais pas, et il me dit on fait le même métier. Mais moi je le fais pour les transporteurs. Et donc ce prestataire faisait exactement la chose que nous pour être sûr que les factures des transporteurs passent du premier coup chez nous. Et c'est là un exemple que je peux donner sur tiers de confiance. Si on construit une crédibilité à la fois sur l'expertise et sur la confiance, sur la gouvernance, qui permet d'être beaucoup plus efficace, d'éviter d'avoir des points de contrôle partout. On est en dehors, entre et tiers de confiance. Je vous arrête, Jean-Marie, parce qu'on me fait signe en régie qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, donc je ne sais pas s'il y a encore un point. Il y a un point que je voudrais aborder par rapport à l'évolution technologique du moment. Une tendance qui se confirme maintenant très vite avec les nouvelles technos. Notre monde se divise en deux et non pas en trois. On va vers, on va dire en gros, c'est une remise en cause de l'intermédiation. Il y a les prestataires, les grands opérateurs en transport qui maîtrisent les moyens, et on a les experts en gestion transport de type 4PL qui vont de plus en plus se développer. Ça, c'est notre conviction. Parce que l'intermédiation qui a été un modèle quasi général sur les 20-30 dernières années, est en train d'évoluer grâce à la technologie de l'information. Ça paraît indispensable quand on voit des situations un petit peu paradoxales, comme le coût du transport qui explose complètement en ce moment, et puis les bénéfices que réalisent certains transitaires dans un même temps. On se dit qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu bizarre. Donc je pense que le fait de se positionner comme un intermédiateur entre le monde du transport et le monde des chargeurs peut avoir un sens dans la mesure où au minimum, il apporte des explications, quoi. On passe aux questions-réponses. Peut-être Hervé, dans un premier temps. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour à tous. D'ailleurs en régie, je crois. Alors, pour commencer, dans le contexte post-Covid, où une tarification n'est valable qu'au moment de l'expédition, comment comparez-vous les coûts a posteriori ? Alors, qui souhaite répondre ? Peut-être Eric, si ça l'inspire, ou sinon... Après, non, je ne suis pas spécialiste des coûts d'achat, mais les coûts, en fait, il faut qu'ils soient contractualisés au moment de la définition du départ des marchandises, quoi. Donc après, peut-être qu'une semaine après ou un mois après, ce sera un nouveau coût. Ouais. Mais toujours est-il que, justement, cette référence au moment du départ, on doit la connaître. Donc en fait, c'est tout simplement que ça évolue plus vite, mais par contre, on a toujours le process reste le même. C'est seulement qu'il faut être beaucoup plus réactif. Ouais. Avec sans doute des négos qui vont pas mal évoluer, avec les taux d'intérêt qui s'envolent et des prix qui seront certainement revus à la hausse très très vite. Oui. Alors, on est beaucoup moins sollicité en études appel d'offres. Le marché se gère maintenant à très court terme. Oui, d'où ça accentue l'intérêt d'une visibilité des données immédiate et complète. Ouais. Il faut être très, très agile sur les prix, et c'est quasiment un marché au jour le jour. Maintenant. Au jour le jour. Maintenant, on ne négocie plus sur le on ne s'engage plus. Il n'y a plus d'engagement à long terme. Enfin, à long terme. Même à un an, ça le fait plus. Hervé ? Provisionnez-vous vos factures lors de la Provisionnez-vous vos factures lors de la réservation du fret. Interloc pourrait-il intervenir en amont dès l'étape de réservation du fret afin de l'approvisionner ? Ludovic ? Tout est possible. Non, on fait les deux, effectivement. On a des clients pour lesquels on provisionne ou on calcule du coup les provisions dès la réalisation du transport.
Oui. Alors après, ça dépend aussi de la structure, parce que c'est vrai que sur notamment les transports maritimes et aériens, il est parfois plus compliqué avec toute la valorisation des charges accessoires, par exemple, ou justement ces évolutions assez rapides des prix, de pouvoir avoir de pouvoir donner des provisions les plus précises possibles. Mais En fait, tout le monde provisionne, mais après, tout dépend ce qu'on fait comme provision. Voilà. Pas forcément d'une manière analytique ou d'une manière projective en s'appuyant sur des données qu'on pourrait disposer. Donc plusieurs techniques. Dans tous les cas, il y a des provisions. Merci. Hervé ? Par le contrôle assidu que vous effectuez, parvenez-vous à générer des économies pour vos clients ? oui. C'est un peu le but du jeu, non C'est souvent l'un des éléments déclencheurs de la mise en place du fret audit, c'est effectivement de pouvoir identifier. Alors il y a deux choses, il y a soit s'assurer qu'effectivement les transporteurs facturent bien, et éventuellement, surtout si on a un doute, pouvoir récupérer ou recadrer ces écarts de facturation. On voit qu'avec le temps, le ratio d'avoir qu'on peut obtenir sur des factures incorrectes baisse drastiquement, puisque les transporteurs, heureusement, se mettent à facturer correctement, ou règlent les petits problèmes qu'il peut y avoir. On a souvent les exemples principaux, c'est la mise en place de nouveaux contrats chez les expressistes, les grilles qui ne sont pas forcément mises en place dans les systèmes, et c'est quelque chose qui est réglé assez vite, une fois que c'est identifié. Marie ? Oui. Oui, je peux compléter, si j'ai encore une ou deux minutes. Temps, oui. Alors, comme le disait Ludovic, c'est généralement un produit d'appel. La détection des anomalies, c'est concret, c'est beaucoup, et donc c'est ressenti positivement au départ. La création de valeur dans notre métier est quand même au-delà des anomalies. C'est la visibilité des données, la certification du paiement, comme on le disait, c'est que de toute façon une facture, ça se vérifie. On ne paye jamais les yeux fermés. Donc on doit mettre en place, c'est en général, un client qui paye des factures a nécessairement un système de contrôle, de validation des factures. Et comme je le disais tout à l'heure, en orientant la base de données sur un langage logistique, ça permet de comprendre le budget pour après agir sur les achats en tant que tels, donc le marché, où est-ce qu'on se situe, bien acheté, et sur l'aspect technique, donc tour de contrôle, organisation du transport. Un exemple que je peux citer par la création de valeur fret audit. Maintenant, il y a prescription, ça fait 20 ans, c'était un fabricant de téléphone américain. Les imports de Chine, qui étaient tous faits en aérien pour aller plus vite, ça coûtait 5 fois plus cher à peu près que le maritime. Et on s'est rendu compte, en analysant la base de données, on leur a recommandé, est-ce que vous êtes sûr que pour gagner juste 2 semaines de transport, vous voulez multiplier par 5 votre budget de transport? Et ils ont réfléchi, ils ont vérifié avec le service commercial. Même si l'obsolescence des téléphones était rapide, ils se sont dit 2 semaines, ça va quand même. Et ça, on le voit en analysant les données d'un point de vue logistique. Délai d'acheminement, quantité chargée, les poids, les rapports volumétriques, etc. Quel est le SLA d'Interlog en termes de délai entre réception de la facture et bon à payer? On n'a pas de SLA qui va jusqu'au délai de paiement. On a des SLA sur le traitement. Sur la prise en compte. Voilà, sur l'enregistrement de la facture, la captation des données, l'audit de la facture, et ensuite en cas de litige, là du coup on n'est plus maître des délais de résolution. On a des délais d'engagement pour faire des relances. Mais après c'est le recouvrement du chargeur qui fait on parle plus d'animation du workflow pour instruire en fait cet écart et déboucher vite sur une solution. Donc là, c'est plus de la réactivité, mais pas uniquement d'Interlog. Par contre, c'est clair qu'il faut une prise en compte systématique, sous quelques jours, de toutes les factures, d'intégration dans leur base de données, etc. Ça, c'est le point
qu'il n'y ait aucun litige, entre guillemets, là-dessus. Par contre, les éléments que vous fournit Interlog permettent peut-être d'obtenir plus rapidement un règlement de facture ensuite, a posteriori. Enfin, disons que le déjà service... en posant, voilà, c'est un petit peu la discussion tout à l'heure, déjà en posant le problème, en le quantifiant, on peut vite trouver une solution. Hein, ça peut être aussi un nouveau cas de figure qu'on n'avait pas rencontré. Hein. Il peut y avoir plein de... Mais voilà, donc il n'y a pas... on est tous responsables, entre guillemets, quelque part, mais même si Interlog doit driver et animer, en fait, ce processus. Par contre, on mesure chaque étape et on peut identifier justement là où dans cette partie de résolution de litige, où est-ce que ça pêche et où étaient les délais les plus importants, et ensuite pouvoir retravailler avec soit en interne avec le client, soit avec les transporteurs, sur comment est-ce qu'on peut réduire ces délais de résolution. Merci. Encore des questions ? Qu'en est-il de la vérification des émissions de CO2 lors du transport? Est-ce que ce sont des données présentes, des données cohérentes? Peut-être répondre. Eric, peut-être? Peut-être pas. Nous, je pense que la partie émission de CO2, elle est faite à la commande de transport, en fait. Hein. Quand, entre guillemets, quand la commande de transport est déjà engagée, on n'est plus dans le fret audit. Là, on a pris une décision de s'appuyer sur tel et tel mode de transport avec telle conséquence en matière de CO2. Donc là, il y a des réflexions dans Schneider. Schneider est très éthique sur le sujet, très vraiment pousser ses réflexions. Et la dimension, comment dire, mondiale, environnement durable, etc., est prise en premier chef. Donc, par contre, quand on est amené effectivement à faire une prestation aérienne, c'est qu'on doit le faire et ensuite on engage le process FAP. Pour moi, c'est une réflexion en amont du fret audit. Mais ces éléments sont pris en compte chez vous sur la partie tour de contrôle. Voilà. Par contre, ils peuvent être quantifiés, bien sûr, en réalisation. Avec Schneider, j'allais dire est client de la partie fret audit. Mais pour d'autres entreprises qui font appel à vous sur la partie 4PL, tour de contrôle. On a une équipe CO2 et on calcule les émissions de CO2. Avec je crois qu'il y a 3 règles maintenant, 3 niveaux de précision dans le calcul du CO2. Donc, qui est quand même directement corrélé à la consommation des moyens de transport. Donc, c'est quand même pas très compliqué à gérer. Oui. Hervé ? Anticipez-vous des baisses de coûts en aérien et en maritime sur le trimestre à venir? Non, là, je ne sais pas répondre, moi, pour moi. Oui, Jean-Marie. Il y a eu une envolée des taux de fret, surtout en maritime. Tout le monde le sait, colossal. Et avec l'augmentation des taux d'intérêt, les dettes, les tensions internationales, on voit déjà depuis 2 semaines les taux de fret maritime piquer du nez. Moi, ma conviction, c'est que c'est une tendance de fond et qui va s'accélérer. Alors, par contre, je vous réponds sur le maritime, un peu sur l'aérien, pas sur le routier. Le routier, c'est un peu différent. Je pense qu'on va rester tendu. Je pense que maintenant, je regarde l'heure, on arrive à la fin de cette émission. L'expérimentation prouve la théorie, qu'est-ce que ça signifie? Alors, parce que j'étais un peu en retard dans le défilé des slides. D'accord. Donc, non, c'était. C'est pas la conclusion, mais non, ça pourrait l'être. Oui, ça pourrait l'être. Par rapport au fait que, je reviens sur notre vision, qui sous-tend toute l'énergie qu'on a sur ce métier, c'est la conviction qu'on est sur un marché freight span management qui est structurellement pérenne. Et c'est important d'en avoir conscience parce que cette pérennité conditionne tout le déploiement du projet d'entreprise. Et quand je dis l'expérimentation prouve la théorie, c'est qu'il y a les exemples positifs et les contre-exemples négatifs. Je vous ai cité tout à l'heure cette société de téléphonie qui nous demandait des prestations de services en dehors du transport et que ça ne durait pas. C'est ce que je dis, des projets qui portent sur d'autres dépenses émergent régulièrement chez nous, mais ne durent pas. Et on a par exemple les tarifs douaniers, on nous sollicite beaucoup là-dessus parce qu'on a une vraie expertise, une rigueur
et une confiance sur l'audit en tant que tel. On est aussi un très gros dossier qui a duré 2 ans sur la gestion des litiges grande distribution où on était auditeur. C'est pas notre cœur de métier. Quand on est sollicité et qu'on sait le faire, ça nous donne envie de le faire. Et ça montre que il y a une raison pour laquelle derrière le fret audit est durable et l'audit sur d'autres fonctions ne l'est pas. C'est pour ça que je veux dire, je présente l'expérimentation prouve la théorie. Ouais. La théorie des 2 langues différentes qui sont radicalement incompatibles et qui nécessitent d'avoir un tiers de confiance expert entre ces opérateurs industriels. On comprend à travers cette présentation vraiment la spécificité, le degré de pertinence et de complexité qu'il peut y avoir dans le fret audit et du coup la nécessité d'externaliser cette activité à vraiment à des experts, à des spécialistes comme vous. C'est quelque chose qui se développe aujourd'hui où il y a beaucoup d'entreprises industrielles qui gèrent ça en interne. Est-ce que c'est vraiment quelque chose on n'en entend pas beaucoup parler. Alors est-ce que c'est parce que les gens n'en parlent pas ou est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas que ça existe ? Il y a plusieurs éléments. Alors, le contrôle facture nous vient historiquement, c'est des États-Unis. Ouais. Lors de la déréglementation du courrier, les entreprises américaines se sont rendues compte que les expressistes avaient tendance à beaucoup facturer. Ouais. Et puis ça a évolué vers cette position qu'on a aujourd'hui, qui est dans le domaine du 4PL, une brique nécessaire, indispensable à construire une prestation de type 4PL. Le fait que ce soit pas plus développé en Europe, c'est que ça commence à s'étendre par une approche souvent tour de contrôle. Schneider, c'est un peu le contre-exemple, puisqu'on a gagné l'appel d'offres en 2007. Et ça venait d'une idée de votre équipe américaine qui était déjà sous fret audit aux États-Unis à l'époque. Mais généralement, cette prestation est, par rapport à la différence de culture, de transport anglo-saxonne et on va dire européenne et latine, le fret audit rentre par la partie tour de contrôle en Europe. Ah ouais. Et là, ça s'accélère très vite. On a aux États-Unis à peu près 90% des entreprises qui consomment du transport qui sont sous fret audit. On est encore à quelques pourcents sur l'Europe. On dit que le supply chain management, c'est l'optimisation des flux physiques, des flux d'informations, mais aussi des flux financiers. Là, on est vraiment en plein dedans, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis c'est vrai en Asie, vous parliez tout à l'heure, l'Inde, même chez vous, les volumes sont beaucoup accrus. L'Inde plus la Chine, c'est la moitié de l'Europe pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, pour cet éclairage. Merci Jean-Philippe. C'était très intéressant, très enrichissant. Merci. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle émission sur le plateau de Supply Chain Village.